Okay. Donc le sujet du jour, c'est le syndrome coronarien allusique. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une présentation exhaustive de toutes les recommandations ESC sur le syndrome coronarien. Ce serait absolument trop long et invitable. C'est plutôt une présentation un peu plus pratique avec comme objectif de parler de l'harmonisation de nos pratiques aux soins intensifs de cardiologie d'Annecy et puis également de parler d'un projet de lettre de sortie standardisée ou en tout cas évoquer tous les éléments que l'on doit retrouver dans cette lettre de sortie d'un patient hospitalisé à l'USIC pour un syndrome coronarien. Alors pourquoi cette présentation quel est le contexte? Vous savez que nous, on est de nombreux cardiologues à tourner aux soins intensifs de cardiologie. On a toujours un système de rotation par semaine et du coup, c'est rarement le même cardiologue qui s'occupe des soins intensifs, ce qui peut poser quelques problèmes quand on reprend les soins intensifs à quelqu'un d'autre, qui peut poser quelques petits problèmes vis-à-vis des infirmières parce qu'on ne fait pas tous exactement la même chose. On a tous nos petites recettes, tous nos petites marottes, et parfois ça peut poser quelques petits problèmes, d'où la nécessité d'harmoniser un petit peu mieux nos pratiques entre nous. Également pour nos correspondants, avec, vous savez, les patients qui font un court séjour aux soins intensifs, puis après qui retournent à Salanches, à Thonon, à Saint-Julien, et si un jour l'un fait quelque chose et le lendemain c'est pas la même pratique, ça fait pas tout à fait sérieux. Et je pense que pour tous les gens qui travaillent avec nous, c'est plus élégant de travailler vraiment de la même façon. Pourquoi aussi faire cette présentation? C'est parce que au moment où on a eu envie de faire ce protocole d'harmonisation des pratiques chez nous, il y a un article qui est sorti sur la formalisation d'une lettre de sortie standardisée pour les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs de cardiologie. Et donc, cette standardisation de lettre de sortie, ça reprend tous les éléments que l'on doit trouver dans la lettre de sortie d'un patient après un syndrome coronarien aigu, mais aussi ça parle de tout ce qu'il faut faire pendant le séjour. Et du coup, on va pouvoir s'appuyer sur cette lettre pour en parler. Donc, en pratique, je vais vous faire la présentation à l'envers. Je vais vous parler de ce papier sur la lettre de sortie standardisée avec tous les éléments qu'on doit retrouver dans la prise en charge. Et puis après, je vous dirai, nous, ce qu'on a mis dans notre petit protocole, en plus de ce qu'on trouve dans ce projet de lettre de sortie standardisée. Ça, c'est le papier de François Schill qui date de fin 2020 sur la proposition de la lettre de sortie standardisée d'un patient hospitalisé à l'USIC après un syndrome coronarien aigu, que vous pourrez retrouver en détail. Et puis, je vous ai juste mis les rappels que nous, tout ce que je vais vous présenter, c'est dans les procédures du Renault, et puis nous, dans notre intranet sur Enov, avec les liens que je vous rappelle là. Je commence donc par vous parler du papier de François Schill sur l'importance du courrier de sortie. Pourquoi aborder ce sujet-là? Parce que le syndrome coronarien, c'est un bon exemple de prise en charge standardisée. Vous savez, toutes les procédures médicales sont bien connues, les procédures de coronarographie sont bien connues, et du coup, c'est quand même un exemple assez facile à partir duquel on peut parler d'un courrier standardisé. L'autre importance de ce courrier, c'est que vous savez que les séjours sont courts aux soins intensifs de cardiologie, les patients arrivent, repartent rapidement et du coup, ça nécessite beaucoup de communication entre le centre de coro et les autres centres. Ça, c'est bien valable chez nous, mais vous voyez, c'est bien valable partout en France. Et le courrier de sortie, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est le document de support qui permet de ne pas perdre les informations. Après, comme les séjours sont courts, comme les médecins sont à droite, à gauche, etc., c'est parfois difficile de réaliser le courrier dans les délais courts, d'où leur idée de faire un courrier standard. Comment ils y sont pris pour essayer d'élaborer ce courrier standard? Ils ont réuni un groupe de réflexion de cliniciens. Vous allez voir, il y a des cardiologues et des diabétologues. Et le but, c'était standardiser le courrier de sortie, mais aussi la prise en charge des syndromes coronariens en France. C'est ce que je vous dis. Quand on dit tous les éléments qu'on trouve dans le courrier de sortie, ça veut dire qu'on a à peu près les éléments que l'on doit trouver dans la prise en charge également. Et le but, c'était bien sûr améliorer la transmission des informations avec les correspondants également. C'est quoi la méthode pour élaborer ce papier? Du coup, dans les médecins experts, il y avait 28 cardiologues, 4 diabétologues, avec une répartition géographique correcte sur l'ensemble du territoire. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle la méthode Delphi, c'est-à-dire qu'il y a un modérateur au milieu de tous ces médecins, un modérateur qui pose des questions à des médecins considérés experts. Ces médecins répondent aux questions de façon anonyme et sans savoir ce que le voisin répond. Donc, ils répondent de façon anonyme et isolée. Le modérateur reprend l'ensemble des réponses, soit il se dégage un consensus
et l'item est jugé comme indispensable à appartenir à ce courrier de sortie, soit, on va dire, c'est modéré avec plus de 50% d'opinion positive, et là, il dit que l'item est jugé comme pertinent, soit il y a moins de 50% de réponses positives à sa question, et là, la question est reformulée, posée à nouveau, analyse à nouveau de toutes les réponses jusqu'à ce qu'il sorte un consensus. Donc, c'est une façon d'obtenir un consensus non forcé par la pression des autres qui répondent oui à côté, quoi, en gros. Parce que c'est, encore une fois, anonyme et isolé. Alors, les résultats, déjà les résultats sur le plan, on va dire, logistique, pratique, eh ben, il se dégage que cette lettre de sortie, elle doit être écrite avec un délai aussi court que possible, en tout cas au maximum 48 heures après la sortie, si possible à donner en main propre au patient au moment de la sortie, accompagner tous les documents annexes, c'est-à-dire compte-rendu de coronarographie, électrocardiogramme au minimum, et si possible, bien sûr, rédigé par un médecin senior. Là, ces diagrammes, c'est à chaque fois la façon dont est présenté les résultats dans le papier. Avec, donc, quand c'est entre plus de 50%, on retient l'item comme pertinent, plus de 70% l'item comme indispensable. Donc, le délai compte, 88%, écrit par plutôt un médecin senior, donné au patient si possible au moment de la sortie, envoyé à tous les correspondants, avec l'électrocardiogramme, avec la coronarographie. Ça, c'est les 8 points qui se dégagent comme étant importants à écrire dans le courrier de sortie. C'est l'identification du patient, ses facteurs de risque, ses antécédents, le point numéro 1. Point numéro 2, la présentation initiale. Est-ce que c'est de l'angor instable, un non-ST+, un ST+, et les diagnostics associés, FA ou AP, etc. La description de la coronarographie de façon précise. Le point 4, ce qu'on appelle l'évaluation du risque du patient à la sortie avec comme item retenu la fraction d'éjection. Le point 5, les résultats biologiques principaux, et je vous dirai, il n'y en a que 4, le pic de troponine, la fonction rénale, l'hémoglobine glyquée, le LDL. Le point numéro 6, le traitement détaillé à la sortie avec 3 points d'intérêt principaux, les antiagrégants plaquettaires, les traitements antidiabétiques, les traitements antilipémiants. Les objectifs thérapeutiques en point numéro 7 avec l'objectif de LDL, l'objectif d'hémoglobine glyquée et une proposition de durée de double antiagrégation plaquettaire. Et le point numéro 8, quand est-ce qu'on voit le cardiologue? Est-ce qu'on fait de la réhabilitation? Est-ce qu'on fait une recherche d'ischémie? Est-ce qu'on recherche l'extension de la maladie athéromateuse avec un Doppler? Voilà les 8 points qui sont détaillés dans cette proposition de lettre de sortie standardisée. Donc, les informations générales, rien d'extrêmement nouveau. On détaille bien les facteurs de risque cardiovasculaire et bien les antécédents, surtout ceux cardiologiques. Le diagnostic initial, on décrit la présentation. Est-ce que c'est un ST+, un non-ST+, un angor instable et les diagnostics associés. Sur un point de détail sur le mode de reperfusion pour les ST+, est-ce que c'est reperfusé par fibrinolyse ou par angioplastie? Sur les délais retenus, alors il a proposé plein de délais. Le seul retenu, c'est entre le début de la douleur et la reperfusion. Autrement dit, entre le début de la douleur et la prise en charge médicale, c'est moins important. Entre la prise en charge médicale et l'arrivée devant la salle de coronarographie, c'est moins important. Et entre la salle de coronarographie et la reperfusion, c'est moins important aussi. On prend que le délai global, qui est le délai le plus pronostique. Et bien sûr, la coronarographie avec, si possible, le détail de la coronarographie. Sur l'évaluation du risque, on a dit, on parle uniquement de la fraction d'éjection à la sortie et les complications du patient. Qu'est-ce que vous retrouvez là avec détail des antécédents cardiaques, des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous voyez, on voit bien que c'est des cardiologues. L'histoire non cardiovasculaire, moins de 50%. Les détails de l'admission, le délai entre l'admission devant la salle de coronarographie et la reperfusion, pas jugée en tout cas indispensable. Les techniques de reperfusion, oui. La description précise de la coronarographie, le nombre de vaisseaux touchés, la FEVG et les complications. Sur la biologie, on peut en parler un petit peu. 4 points sont retenus, le pic de troponine, la fonction rénale, l'hémoglobine glyquée, le LDL.
Alors ça, je vous en redirai un petit mot dans notre protocole local. Vous savez que nous, dans les ST+, on faisait encore souvent le pic de CPK. Pour plusieurs raisons, je vous dirais qu'on a arrêté de faire que les CPK pour les ST+, pour plusieurs raisons. Bah déjà, vous le voyez, quand on fait les registres nationaux, on ne parle plus des CPK, on ne parle plus des troponines. C'est l'exemple sur ce papier-là. Dans toutes les études pronostiques, maintenant, ils ne parlent quasiment plus que des troponines et plus des CPK. Donc, si on veut s'aligner sur les autres centres, c'est un peu difficile. Et nous, de plus, on avait du mal à faire passer le message aux équipes paramédicales qu'il fallait faire que les CPK et pas les troponines pour les ST+. En pratique, il y en avait 1 sur 2 qui avait quand même des troponines. Donc, on s'est fait à cette nouvelle règle du jeu de doser les troponines pour les ST+. Et donc, je vous redis, c'est ce qui sort, le pic de troponine, indispensable de le mettre dans ses courriers de sortie, que ce soit pour un non-ST+, ou un ST+. La fonction rénale, bien sûr, qui est pronostique et qui est aussi très importante pour l'adaptation des traitements anticoagulants et antiagrégants. Et comme facteur de risque, seulement 2, l'hémoglobine glyquée et le LDL. 2 aussi petits points, vous savez que souvent les diabétologues, ils insistaient pour dire le diagnostic du diabète, c'est une glycémie à jeun, c'est pas une hémoglobine glyquée. Bah ça, le combat, il est un petit peu perdu. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire qu'on peut faire le diagnostic du diabète sur l'hémoglobine glyquée. C'est pareil, c'est l'élément pronostic aussi dans toutes les séries sur les syndromes coronariens aigus pour savoir il y a combien de patients diabétiques qui rentrent aux soins intensifs, il y a combien de découvertes de diabète et quel est le pronostic grévé des diabétiques quand ils souffrent d'un syndrome coronarien aigu. L'hémoglobine glyquée l'a complètement emporté, on ne parle plus de glycémie à jeun, et donc nous, c'est ce qu'on fait également dans notre protocole. Même petit point sur les bilans des facteurs de risque, le seul qui sort, c'est le LDL. Alors, on peut s'amuser, nous, à faire des HDL, des triglycérides, etc. En tout cas, le seul qui est retenu dans la littérature et dans ce papier-là, c'est le LDL. Le traitement à la sortie, je vous en parlerai un petit peu plus longuement avec 3 points importants sur les antithrombotiques, les hypoglycémiants et les antidiabétiques. En tout cas, importance de bien nommer le nom de la molécule et pas que le nom de la spécialité, la dose, la durée et les mettre dans le courrier de sortie. S'ils mettent inclure dans le courrier de sortie, ça ne veut pas dire juste CF, le traitement à côté, ou etc. Il faut que ce soit inscrit en toutes lettres dans le courrier de sortie. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le vif du sujet, je vous ai fait 3 analyses un peu plus approfondies sur les antithrombotiques, les antidiabétiques, les antilipémiants, les antithrombotiques, avec déjà un rappel des connaissances, avant de vous dire ce qui est important de mettre dans le courrier de sortie, un rappel des connaissances. Alors, on passe très vite, mais je trouve que c'est pas mal de reprendre la base. Les antithrombotiques dans le syndrome coronarien aigu, vous savez, avant c'était que l'aspirine. Depuis 2001, c'est aspirine plus Plavix, c'est l'étude CURE qui a montré que la double anti-agrégation plaquettaire faisait mieux que l'aspirine seule. Depuis les années 2010, c'est Triton et Plateau qui ont montré que le prasugrel face au clopidogrel, le ticagrelor face au clopidogrel faisait mieux. C'est des études importantes, hein, Triton et Plateau. Triton, c'est environ 18 000 patients pour le prasugrel. Plateau, c'est environ 13 000 patients pour le ticagrelor, que sur des syndromes coronariens aigus. Maintenant, ça c'est les stratégies un peu anciennes, les stratégies plus modernes, eh ben, il existe des stratégies pour diminuer le risque ischémique à plus de 1 an. Donc, maintenir une double anti-agrégation plaquettaire à plus de 1 an, toutes ces stratégies se font au prix d'une augmentation des événements hémorragiques. Il faut le savoir. Il existe aussi des stratégies pour diminuer la double anti-agrégation plaquettaire à moins de 1 an, dont je vous parlerai. C'est le schéma classique qui est inscrit dans les recommandations ESC du syndrome coronarien non ST+, de 2020. Évaluation de la balance ischémique et hémorragique pour tous les patients pour essayer d'adapter la durée de la double anti-agrégation plaquettaire, sortir du dogme 12 mois pour tout le monde et essayer d'affiner la chose de façon plus personnalisée. C'est quoi les facteurs qui influencent la durée de la double anti-agrégation plaquettaire? C'est bien sûr les caractéristiques du patient, la présentation initiale, donc là, ça ne nous intéresse pas, on n'est que dans le cadre du syndrome coronarien aigu, donc des patients qui sont plus à risque ischémique, les comorbidités avec les facteurs qui influencent le diabète, la fonction rénale, l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, est-ce qu'il y a besoin d'une anticoagulation curative pour une autre raison à côté? Et les points de vue plus techniques du coronarographiste sur la description des artères coronaires et du geste d'angioplastie. Toujours se poser la question de la balance bénéfice-risque, individualiser le profil du patient. Et c'est quoi qui nous aide à faire ça? C'est la discussion avec l'angioplasticien pour la dernière partie plus technique. Et sinon, c'est les scores dont je vais vous parler un petit peu, qui permettent d'individualiser ce risque.
il y a deux scores qui ressortent plus principalement des recommandations, c'est le score précise et le score DAPT. Vous allez voir qu'il y en a d'autres, il y a d'autres façons d'évaluer, mais en tout cas, les deux scores les plus importants qui ressortent des recommandations, c'est ceci. Le score précise, c'est un score qui est à utiliser en phase aiguë, donc au moment de l'hospitalisation pour le syndrome coronarien aigu, et qui va nous permettre d'individualiser des patients qui sont à plus haut risque hémorragique, pour qui on pourra diminuer la durée de la double antiagrégation plaquettaire. C'est un score, dans tous ces scores-là, il faut les prendre quand même avec des pincettes parce qu'aucun score n'a été évalué de façon prospective. C'est tous des scores qui ont été faits de façon rétrospective à partir d'études qui utilisaient déjà. Là, ce score précis, c'est un score qui est établi sur 15 000 patients, sorte de l'étude Plateau et Berne. Il n'y a pas que des syndromes coronariens aigus. Il y a 5 critères, c'est l'âge, la fonction rénale, le taux d'hémoglobine, le taux de globules blancs et les antécédents de saignement. Ce score, il évalue des patients, il individualise des patients qui sont à haut risque hémorragique, défini par un score supérieur à 25, et il valide la stratégie de raccourcir la double antiagrégation plaquettaire à 6 mois, voire 3 mois, contre 12 chez ces patients qui sont considérés à haut risque hémorragique. C'est ce score-là que vous trouvez. Là, vous voyez, c'est les recos de l'ESC qui détaillent principalement les deux scores. Je vous avais dit, le précise et le DAPT. Ces scores, ils s'opposent. Le score précise, c'est pour évaluer le haut risque hémorragique et il s'évalue au moment de diagnostic du syndrome coronarien aigu. Le score DAPT dont je vais vous parler, en tout cas, c'est un score qui est différent, qui est pour individualiser plutôt des patients qui sont à haut risque ischémique, et c'est un score qui se fait à 12 mois, au moment où on veut ou non arrêter la double antiagrégation plaquettaire. Voilà comment ces scores s'opposent. Donc le DAPT, on le fait à 12 mois. Les patients à haut risque ischémique qui sont définis par un score supérieur ou égal à 2, et ceux qui ont un score supérieur ou égal à 2 tirent un bénéfice de poursuivre une double antiagrégation plaquettaire. C'est toujours pareil, un score qui est fait de façon rétrospective, non prospectif, sur une série d'environ 12 000 patients, pas que des syndromes coronariens aigus. Et ce qu'on a évalué, c'est le maintien pendant 18 mois à plus de 12 mois, donc ça veut dire que ça fait une durée de 30 mois de double antiagrégation plaquettaire, avec le clopidogrel ou le prasugrel, qui montre une réduction significative du risque ischémique sur les thromboses, sur les événements cardiovasculaires, toujours au prix d'une augmentation du risque hémorragique. Ça, je vais vous en présenter d'autres, mais toutes celles qui maintiennent une double antiagrégation plaquettaire de plus de 12 mois se font au prix d'une augmentation du risque hémorragique, d'où l'importance d'utiliser ces scores et d'individualiser les traitements. Il existe d'autres scores, et notamment dans les recommandations ESC syndrome coronarien non ST+ de 2020, il parle d'autres façons de définir le haut risque ischémique chez les patients. Ce n'est pas beaucoup plus précis que ce que je vous ai montré. Ils disent qu'il faut avoir une cardiopathie ischémique jugée comme complexe, et juger comme complexe une cardiopathie ischémique, ils disent que c'est complètement subjectif sur l'analyse du clinicien, ou une cardiopathie ischémique qui est jugée comme non complexe, c'est pareil, uniquement sur le jugement clinique du clinicien. Et à cette cardiopathie jugée comme complexe ou non complexe, il faut y associer un des critères. Ça reprend les critères qu'on a vus. C'est soit le diabète, soit un antécédent d'infarctus, soit une cardiopathie pluritronculaire, soit bien sûr une autre atteinte. Et vous savez que l'artériopathie des membres inférieurs associée à la coronaropathie augmente de façon drastique le risque ischémique du patient. La fonction rénale altérée, une maladie coronarienne qui est précoce ou qui est évolutive. Elle a tous les aspects techniques plutôt sur le versant angioplastie, avec au moins 3 stents ou au moins 3 lésions, ou une grande longueur de stent, ou des lésions de bifurcation. Vous savez, tous ces facteurs de risque anatomiques qui augmentent le risque ischémique du patient. Là, une cardiopathie qui est jugée comme non complexe à associer à ces facteurs de risque que l'on retrouve. Dernière façon d'évaluer le haut risque ischémique d'un patient, c'est les critères d'inclusion dans l'étude Pegasus. Je vous ai dit que les critères d'inclusion dans l'étude DAPT, elle avait évalué une double antiagrégation plaquettaire au long cours avec soit le clopidogrel en plus de l'aspirine, soit le prasugrel en plus de l'aspirine. Il n'y avait pas le ticagrelor, parce que le ticagrelor, il avait son étude propre, qui est l'étude Pegasus, qui elle a évalué chez des patients à haut risque ischémique l'efficacité d'une double antiagrégation plaquettaire prolongée pendant 3 ans
avec le ticagrelor. Ils avaient évalué, vous savez, le ticagrelor 90 et aussi le ticagrelor 60. Le ticagrelor 60, on ne l'a pas en France, donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. Les critères qui étaient retenus pour rentrer dans Pegasus, c'était avoir déjà fait un syndrome coronarien aigu et avoir un critère de surrisque ischémique, c'est-à-dire plus de 65 ans, un diabète, une récidive de syndrome une atteinte pluritronculaire ou une insuffisance rénale chronique. Donc, quand vous avez, vous, un patient pris en charge pour un syndrome coronarien aigu qui rentre dans les critères Pegasus, bien sûr qu'on est dans les clous pour une double antiagrégation plaquettaire prolongée, mais toujours pareil, au prix d'une augmentation du risque hémorragique. Alors, je vous ai présenté les différentes façons d'analyser le surrisque hémorragique, le surrisque ischémique des patients. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est, nous, au syndrome à l'USIC, avec un patient qui a un syndrome coronarien aigu, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que dire 12 mois de double antiagrégation plaquettaire? Eh bien, on peut raccourcir cette double antiagrégation plaquettaire. Je vous ai dit, score précis supérieur à 25, on peut la raccourcir à 6 mois ou à 3 mois. Il y a des études qui montrent qu'on peut même raccourcir jusqu'à 1 mois. Il y en a pas mal des études, c'est des plus petits effectifs, mais maintenant on sait qu'on est dans les clous chez les hauts risques hémorragiques pour raccourcir à 1 mois. Je vous ai mis les références de ces études. Je vous ai juste mis entre parenthèses quelque chose qui reste parfois un peu dans les esprits, c'est que la supériorité du stent actif, maintenant, elle est acquise, même par rapport au stent tenu, même pour des durées de double antiagrégation plaquettaire très courtes. Pour le dire autrement, un patient qui a haut risque hémorragique chez qui on ne voudra pas mettre une double antiagrégation plaquettaire, ce n'est pas une raison suffisante pour lui mettre un stent tenu. Ça, c'était un vieux dogme, maintenant ça doit être sorti. Donc ça ne sert plus à rien de préciser qu'on veut un stent tenu ou que le coronarographiste mette un stent tenu pour raccourcir la durée de la double antiagrégation plaquettaire. Toutes ces études-là qui l'évaluent, une double antiagrégation plaquettaire raccourcie d'1 mois, elles sont quasiment toutes avec des stents actifs. Donc on sort de ce dogme-là. Donc, les différentes stratégies possibles, raccourcir, c'est ce qu'on voit dans le tableau des recos ESC, avec le haut risque hémorragique et une double antiagrégation plaquettaire, possiblement raccourcie d'1 mois à 3 mois, avec dans ces cas-là, aspirine plus Plavix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi l'allonger chez les hauts risques ischémiques, à faible risque hémorragique. Les différentes possibilités de l'allonger, c'est l'étude Pegasus qui a montré TICA 90 plus l'aspirine à plus d'1 an d'un syndrome coronarien aigu, qui a validé la diminution du risque ischémique chez des doubles antiagrégations plaquettaires jusqu'à 36 mois. Ça, j'insiste bien sur le délai parce que nous, en consultation, quand on a des patients qui bénéficient bien d'une double antiagrégation plaquettaire prolongée, eh ben, on ne sait pas au bout de combien de temps l'arrêter. Et ça, ce n'est pas complètement validé, mais c'est peut-être bien de se rapprocher des études à ce moment-là et de voir ce qui a été montré. En tout cas, Pegasus, c'était 36 mois et DAPT Trial, qui définit des patients à haut risque ischémique par un score supérieur ou égal à 2, c'était 30 mois au total, c'est-à-dire 12 mois plus 18 mois de double antiagrégation prolongée. Et là, c'est avec clopidogrel ou prasugrel. C'est ce qu'on retrouve là chez les hauts risques ischémiques, faible risque hémorragique, double antiagrégation prolongée, soit aspirine ticagrelor, c'est Pegasus, soit DAPT Trial pour le prasugrel et le clopidogrel. Ça, je vous en parle pas, c'est antiagrégation plus rivaroxaban à petite dose, c'est l'étude Compass. Nous, on n'a pas le rivaroxaban à petite dose, donc ça apparaît dans les recommandations. Ça, c'est l'étude Compass. Mais on n'utilise pas ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, soit on raccourcit, soit on allonge. Et il y a des méthodes un peu plus élégantes, on va dire, c'est changer ou désescalader nos antiagrégants plaquettaires. Désescalader, il y a 2 études qui l'ont montré, topique ou tropical. Le rationnel de ces études pour désescalader, c'est de dire que le haut risque ischémique, il est dans le premier mois, et le risque hémorragique, il est un peu plus à distance. Et donc, on se dit, pourquoi pas mettre une double antiagrégation plaquettaire par du prasugrel ou du ticagrelor pendant 1 mois, ou pendant 14 jours dans tropical pour vraiment s'affranchir du risque hémorragique ischémique en phase aiguë avec la thrombose de Sten et après désescalader. Soit désescalader chez tous les patients à J30, soit dans tropical désescaladé à J14 avec l'aide d'un test d'agrégation plaquettaire. Donc vous savez que les recommandations ne recommandent plus de faire de test d'agrégation plaquettaire. Tropical a pris un peu le parti inverse d'en faire avec 2 stratégies qui sont bien validées sur la diminution du risque ischémique et la diminution du risque hémorragique dans ces 2 études-là, avec donc possibilité de désescalader l'antiagrégant plaquettaire. La toute petite réserve sur ces études, c'est que ça diminue le risque hémorragique, surtout des hémorragies non sévères. C'est celle qu'on appelle BARC 2. Donc, elle est significative sur la diminution du risque hémorragique, mais sur des hémorragies non sévères, avec surtout, ils disent dans les études, une amélioration de la qualité de vie
en lien avec la diminution de ces hémorragies non sévères, c'est-à-dire les hémorragies des gencives, quand on se brosse les dents, ou les épistaxis. Dernière étude dont je vous parle, Twilight, qui étudie une monothérapie anti-agrégante plaquettaire par ticagrelor à 3 mois d'une angioplastie chez des patients plutôt à faible risque hémorragique et au risque ischémique, qui montre une réduction significative du critère primaire, c'était les saignements significatifs, également de faible degré, puisqu'on est en barque 2. Donc ça, c'est des stratégies intermédiaires. Là, ce que je vous ai entouré, c'est Twilight, avec 3 mois de double anti-agrégation plaquettaire et une monothérapie par ticagrelor à partir de 3 mois. Et là, c'est ce qu'on trouve dans celle-ci, avec la désescalade possible au clopidogrel, soit à 1 mois, soit à 15 jours, avec topique ou tropical. Nous, ce qu'on demande dans le papier sur la lettre de sortie, ce n'est pas de décrire ces schémas absolument par cœur et de trancher de façon absolue, mais en tout cas, c'est de se poser la question. Il faut sortir de ce dogme des doubles anti-agrégations plaquettaires de 12 mois, et c'est notre mission aux soins intensifs d'individualiser le profil du patient, de connaître les schémas et de faire une proposition. Donc, on se pose la question, on connaît les schémas possibles et on tranche sur une stratégie. Cette stratégie, on la justifie à l'aide des scores, à l'aide de la définition du profil du patient et à l'aide des caractéristiques anatomiques des coronaires. Alors, après, il faut savoir la critiquer. Hein, on n'est pas tout puissant à l'USIC et vous savez que je vous ai dit que les stratégies, elles sont affinées par la suite. Bien sûr, par exemple, sur la prolongation de la double anti-agrégation plaquettaire à 12 mois, eh ben, c'est à 12 mois qu'elle se prend cette décision. Donc, nous, on peut donner un conseil en phase aiguë, mais c'est à 12 mois qu'elle se prend. Et il y a un critère qui est très important, qui apparaît dans toutes les études, c'est pour prolonger une double anti-agrégation plaquettaire à plus de 12 mois, il faut ne pas avoir eu d'événement hémorragique dans les 12 premiers mois. Donc, bien sûr, le critère le plus important, il sera à rechercher par la suite. Et bien sûr que nous, on peut conseiller une double anti-agrégation plaquettaire à l'USIC, mais que cette stratégie, elle est affinée avec ce critère, eh ben, il faut que ça se soit bien passé pendant les 12 premiers mois. Là, ce n'est pas la double anti-agrégation plaquettaire, mais c'est la trithérapie pour les patients qui nécessitent une anticoagulation curative par AOD pour autre chose, MTEV, FA, thrombus intravégé. Et là, c'est notre mission à la sortie des soins intensifs de décrire de façon extrêmement précise le schéma de la trithérapie. Je ne reviens pas en détail sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas, c'est notre mission de le décrire de façon extrêmement précise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les durées de double anti-agrégation plaquettaire. Un point aussi important sur les antilipémiants, avec toujours pareil, on commence par un rappel des connaissances. Vous savez, après un syndrome coronarien aigu, c'est statine à forte dose, c'est-à-dire rosuvastatine 20 ou atorvastatine 80 mg en systématique. J'ai mis quand même entre guillemets en systématique parce que c'est ce qu'ils mettent dans le papier. Vous savez que nous, on a quand même une petite réserve sur les patients âgés. Et vous savez, on avait établi l'outil Stop and Start chez les patients à risque gériatrique. Et ce qu'on avait mis dans l'outil Stop and Start, c'est en prévention secondaire, on est bien sûr là en prévention secondaire, statine, attention aux plus de 85 ans, et on avait parlé d'une espérance de vie, c'est toujours pas difficile de parler d'une espérance de vie, mais on avait dit au moins 5 ans d'espérance de vie. Donc oui, statine à forte dose, je mets quand même les petits guillemets pour les plus de 85 ans et pour ceux qui ont un pronostic probable, on va dire, à moins de 5 ans. L'objectif de LDL, ça c'est toujours le rappel des connaissances, c'est ce qui ressort des recommandations, c'est un objectif en dessous de 0,55 g en prévention primaire et un objectif de baisse de plus de 50%. Avec aussi, il recommande dans les recommandations de parler dans quelle indication on doit ajouter les etimibes d'emblée à la statine forte dose en fonction du taux initial de LDL. Je vous ai rappelé ce petit tableau qui montre les prévisions de diminution du LDL en fonction de la statine. Donc, haute dose de statine, nous, c'est ce qu'on fait, une prévision de baisse du LDL de 50%. Donc, on sera dans les critères pour la baisse de LDL de 50%. Par contre, si on veut être d'emblée dans la fourchette en dessous de 0,7, voire en dessous de 0,55, bah, si on a un LDL à la prise en charge qui est au-dessus de 1,3, 1,4, 1,5, bah, d'emblée, on sera dans les clous pour ajouter les etimibes 10 mg à la statine à forte dose pour obtenir ce taux de LDL en dessous de 0,55. Si on a 1,5 avec une baisse prévisible de 50%, bah, vous vous doutez qu'on ne sera pas en dessous de 0,55. Dernier rappel, le contrôle du LDL, il se fait normalement à 4 à 6 semaines après l'introduction. Ça permet de voir si le patient supporte sa statine, s'il n'y a pas d'effet indésirable, s'il la tolère bien.
En pratique, les statines à haute dose, elles sont prescrites seulement dans 50 à 60% des cas et les étimibes dans moins de 5% des cas. Dans le papier, ils essayent de savoir pourquoi les statines elles sont moins prescrites. C'est pas trop le sujet du jour. Je vous en dis juste un mot. Il ressort deux trucs, soit le taux trop bas de LDL qui fait un petit peu peur. Océane, vous en avez parlé la semaine dernière. On disait que jusqu'à des taux de LDL jusqu'à 0,2, absolument aucun souci en tout cas. Donc je pense que ça, il faut sortir un petit peu de la crainte de ce taux trop bas de LDL. Et puis bien sûr, il y a l'intolérance musculaire qui est extrêmement décrite. Je vous dis juste que dans les recommandations, ils font quand même une proposition pour essayer soit de continuer, soit de réintroduire les statines en cas d'intolérance musculaire avec une période sans statine de 2 à 4 semaines si on a une augmentation des CPK modérée, 6 semaines si on a une augmentation des CPK élevée, et toujours une tentative de réintroduction de ces statines, soit une autre, soit à plus faible dose, et essayer en tout cas de trouver la dose de statine efficace la plus basse possible, qui permettent de ne pas avoir d'effet indésirable, même si c'est un jour sur deux, même si c'est une fois par semaine. Parce qu'Océane vous l'avez dit la semaine dernière, maintenant on parle beaucoup des anti-PSK9, il faut avoir une dose minimale de statine pour avoir les anti-PSK9, ils le disent bien dans les recommandations. En pratique, dans la lettre de décharge de l'USIC, ce qu'ils ont retenu, c'est le taux de LDL à l'admission, impératif, quel poso on introduit de statine et quelle molécule, bien sûr. Est-ce qu'on ajoute les étimides et la raison de l'ajout de les étrols? Est-ce que l'hypercholestérolémie familiale a été pistée? Là, je refais juste un petit point sur ce qu'Océane vous avait dit. Vous savez, dans notre prise en charge initiale aux soins intensifs de cardiologie, qu'est-ce qui nous permet de pister l'hypercholestérolémie familiale? C'est l'histoire personnelle du patient avec une histoire coronarienne précoce. C'est les antécédents familiaux avec une histoire coronarienne ou vasculaire précoce dans la famille, c'est les signes cliniques d'hypercholestérolémie avec l'arc cornéen, l'exanthome tendineux, et puis le taux de LDL de base, c'est les critères du score Dutch. Donc ça, nécessité que ça apparaisse dans le courrier de sortie, est-ce qu'on l'a fait et est-ce qu'elle est à pister cette hypercholestérolémie familiale? Quand est-ce qu'on programme le contrôle du LDL et c'est quoi l'objectif de ce contrôle de LDL? Voilà ce qui est retenu dans le courrier. Ça, c'est le rappel du score Dutch. Je pensais qu'il n'apparaissait pas, mais dommage, il est apparu. Donc, à partir de 6, on se pose la question de l'hypercholestérolémie familiale. Là, je vous rappelle le diagramme qu'on retrouve dans le papier de sortie avec sur le LDL. Ça apparaît en bas. La statine à haute dose, les étimibes, si oui, pourquoi? Est-ce qu'on a évalué le risque d'hypercholestérolémie familiale? Quand est-ce qu'on contrôle le taux de LDL et c'est quoi l'objectif de ce taux de LDL? Dernier point de approfondissement sur le diabète, pour vous dire que le diabète aux soins intensifs et pour les syndromes coronariens aigus, c'est un problème extrêmement important puisque 30 patients dans les registres des patients admis pour un syndrome coronarien aigu sont diabétiques et en plus de ces 30 patients, il y a environ 5% de découverte de diabète chez les patients qui sont admis aux soins intensifs pour un syndrome coronarien aigu. Le bénéfice du meilleur contrôle glycémique pour les syndromes coronariens aigus, c'est bien connu, c'est les vieilles études de l'UKPDS. Un petit rappel sur les traitements actuels du diabète, parce que je vais vous montrer que maintenant, ce qu'il faut faire quand on accueille un patient pour un diabète aux soins intensifs de cardiologie, c'est avoir une attitude un peu plus active. L'attitude un petit peu plus active, déjà, on doit connaître les molécules qui sont prescrites et on doit connaître les molécules que l'on peut prescrire chez les patients. Donc ça, c'est un truc, c'est un peu le diabète pour les nuls, dont je vais vous parler. Les sulfamides hypoglycémiants, ça baisse bien l'hémoglobine glyquée, mais ça risque de faire des hypoglycémies. Ce n'est pas validé en protection cardiovasculaire. C'est une molécule qui est quasiment à oublier. La metformine, elle n'apparaît pas dans ce tableau-là, mais ça reste une molécule de référence quasiment dans tous les cas en première intention. Elle marche efficacement sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. Elle n'induit pas de surpoids. Elle n'induit aucune hypoglycémie et elle est validée en protection cardiovasculaire. Donc la metformine, elle n'apparaît pas, mais c'est la molécule en numéro 1. Ensuite, les molécules un peu plus récentes, on va dire. L'analogue des GLP-1
et les inhibiteurs des DPP4, vous savez, c'est les molécules qu'on regroupe sous le nom des incrétines. Les incrétines, c'est des molécules qui augmentent le taux, qui stimulent la sécrétion d'insuline, qui inhibent la sécrétion de glucagon et qui induisent une satiété précoce en ralentissant la vidange gastrique. Donc, c'est des molécules qui sont efficaces sur la baisse d'hémoglobine glyquée. Analogue des GLP-1, on dit environ baisse d'1%. Inhibiteur des DPP4, environ 0,5%. Ça n'induit pas de prise de poids, voire les analogues des GLP-1, ça induit une baisse de poids, aucune hypoglycémie et pour l'analogue des GLP-1, une sécurité bien validée avec même une efficacité sur la prise en charge cardiovasculaire. Analogue des GLP-1, vous savez, ça se fait sous forme d'injection. La molécule de référence, c'était le Byetta. Et maintenant, les molécules plus actuelles, c'est Victoza, liraglutide ou Ozempic. Les deux dernières, Victoza et Ozempic, c'est deux molécules qui ont été validées sur la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients diabétiques. Donc, c'est les deux molécules à retenir. Inhibiteurs des DPP4, c'est des molécules qu'on prend par la bouche, c'est Januvia, Onglyza, Galvus. Molécules récentes aussi, c'est les inhibiteurs des SGLT2. Vous savez, on parle quasiment plus que ça maintenant en cardiologie et en diabétologie. Donc ça, c'est des inhibiteurs de la réabsorption du glucose au niveau du tubule rénal. C'est des molécules très efficaces sur la baisse d'hémoglobine glyquée. Au moins 1% de baisse d'hémoglobine glyquée. C'est des molécules qui n'induisent pas de prise de poids, voire qui font perdre du poids, qui n'induisent aucune hypoglycémie et bien sûr qui ont une sécurité validée, vous savez, sur le cœur et également sur les reins. Voilà pour le petit rappel sur les connaissances des molécules utilisées dans le diabète. Dernier rappel des connaissances sur le diabète, l'objectif d'hémoglobine glyquée, je pense que c'est important de le mettre dans le courrier de sortie. Et pour le mettre dans le courrier de sortie, il faut savoir c'est quoi l'objectif. Chez un patient lambda, l'objectif d'hémoglobine glyquée, c'est 6,5-7%. Chez les patients plus fragiles avec une maladie cardiovasculaire avancée, type insuffisance cardiaque, etc., on est un petit peu plus lâche parce qu'on veut à tout prix éviter le risque d'hypoglycémie, donc c'est plutôt 7-8%. Et chez les patients encore plus fragiles, chez les patients gériatriques ou insuffisants rénal chronique avec une clairance en dessous de 30, c'est plutôt 8-9%. Ça, c'est un tableau complètement imbitable, mais rassurez-vous, je ne vais pas du tout vous présenter, c'est juste pour vous dire que la prise en charge thérapeutique du diabète, elle a complètement changé ces dernières années avec l'apparition des nouvelles molécules et que les patients soient sous metformine ou soient naïfs de traitement, l'importance maintenant, c'est d'individualiser le profil de risque, un petit peu comme chez nos patients coronariens. Et là, il va falloir révéler les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire parmi nos patients diabétiques. Nous, c'est tout ceci. Mais dans la prise en charge du diabète, maintenant, on individualise très fortement les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. C'est tous nos patients. Et donc, nous, directement, on va dans cette case-là et avec la validation de ces nouvelles molécules, soit les analogues des GLP-1, soit les inhibiteurs des SGLT2, que les patients soient sous metformine ou ne soient pas sous metformine. Donc nous, notre mission aux soins intensifs de cardiologie, c'est d'essayer au maximum de proposer l'introduction de ces traitements chez les patients qui ne seront pas à l'objectif. En pratique, à Annecy et dans de nombreux sens, on reste quand même chez les analogues des GLP-1 pour les patients plutôt vasculaires et les inhibiteurs des SGLT2 plutôt chez les patients insuffisants cardiaques. Ce n'est pas ce qui ressort des recommandations, c'est souvent ce qui est fait en pratique. Donc nous, c'est ce que je vous mets sur cette diapo-là. Je pense qu'une de nos missions, c'est d'aller tirer la manche du diabétologue pour dire est-ce que ce patient-là, ce n'est pas un bon candidat à l'introduction d'un analogue des GLP-1 s'il est déjà sous metformine, voire même avant l'introduction de la metformine, comme ça se fait dans certains centres. Je vous rappelle juste les deux molécules qui sont bien validées dans la prévention cardiovasculaire, c'est l'Ozempic. L'avantage, c'est que c'est une seule injection par semaine. On commence par 0,25, on augmente à 0,5 au bout de 4 semaines. Liraglutide, qui est plus souvent prescrite, c'est une injection par jour, 0,6, et on augmente à 1,2. Pourquoi l'augmentation prudente des doses? C'est surtout pour les effets indésirables. Les effets indésirables, c'est des effets digestifs, diarrhée, nausée, mal au ventre. Ce qui ressort dans le papier de François Schild, c'est qu'il faut mettre l'hémoglobine glyquée à l'admission, il faut fixer un objectif d'hémoglobine glyquée et il faut faire des propositions thérapeutiques. C'est pour ça que je vous en ai un petit peu parlé. Une fois qu'on a fait toutes nos propositions dans la lettre de sortie, qu'est-ce qu'il faut mettre?
eh ben, alors là, ils sont beaucoup plus vagues hein, dans le papier de sortie. Bien sûr, parler de la consultation de suivi avec le cardiologue. Ils disent si possible à 1 mois, mais ils disent que c'est très dépendant des centres, très dépendant de l'accès possible à un cardiologue. Ils disent que dans plein de centres, ça se fait même à 6 mois. Donc oui, en parler et fixer le délai en accord avec ce qu'on fait en pratique, mais ils ne nous aident pas beaucoup pour savoir quel est le bon délai pour le moment où voir son cardiologue. Également sur la rééducation cardiaque, ils disent que c'est très différent selon les centres. Est-ce que ça se fait est-ce qu'il faut le proposer à tous ou pas? On pense que oui à tous, mais on sait bien qu'en pratique, c'est très difficile. Quel patient prioriser? Ils disent que ça dépend des habitudes de chaque centre. En tout cas, il faut en parler, mais on ne tranche pas sur la façon d'en parler. La recherche de la nécessité de rechercher une ischémie secondaire, oui, c'est important de le mettre quand on a pensé le faire aux soins intensifs de cardiologie. Et pareil pour l'extension de la maladie athéromateuse, il dit qu'il ne faut pas le mettre en systématique, mais en tout cas, si on pense que c'est intéressant, bien sûr que oui, c'est un point intéressant sur lequel axer notre fin de courrier de sortie. Donc, c'est les 4 points classiques que l'on connaît. Ce papier ne nous aide pas beaucoup pour savoir quand et à qui les proposer. Ça apparaît sur ce diagramme-là. Là, c'est une proposition de lettre de sortie que je vous laisserai lire et étudier si vous voulez. Vous l'aurez dans le diaporama. Voilà ce qu'on pouvait voir dans la lettre de sortie. Je finis juste la présentation en disant, nous, de façon un peu plus pratico-pratique à Annecy, ce qu'on a proposé dans notre protocole d'harmonisation des prises en charge aux soins intensifs de cardiologie. Alors là, c'est des points un peu plus pratiques. On avait quelques couacs sur les bilans des facteurs de risque de patients qui n'étaient pas prélevés. Donc maintenant, je vous rappelle qu'on peut prélever les patients à toute heure du jour et de la nuit, le week-end ou en semaine pour avoir notre LDL. Et c'est important d'avoir aussi un LDL avant la première dose de statine. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut prélever le bilan des facteurs de risque à toute heure du jour et de la nuit. Idem pour l'hémoglobine glyquée. Les CPK, je vous en ai un peu parlé. Hein. Avant, on faisait que des CPK pour les ST+, ça ne marchait plus. Donc maintenant, on fait troponine et CPK pour tous les ST+. Pourquoi on a gardé les CPK? Parce qu'il y a pas mal de cardiologues qui ont un petit peu en tête la gravité d'un infarctus en fonction du pic de CPK et qui ne savent pas parfaitement à quoi ça correspond pour les tropos. Donc, on continue à faire les deux. Sûrement, un jour, on arrêtera de faire les CPK, mais pour l'instant, on fait les deux. Pour les non-ST+, on fait que les troponines. Les enzymes, on les prélève toutes les 6 heures jusqu'à l'obtention du pic. Les numérations, on fait des formules numération de façon des cycles de numération, toutes les 6 heures chez les patients sous agrasta anti-GP et chez les patients qui ont une fibrinolyse. Ça, c'est une question qu'on me posait souvent. S'ils ont eu qu'un bolus d'agrasta intracoronaire, non, on ne fait pas de cycle de numération. RP, CG, c'est pas hyper intéressant et il faut que j'accélère un petit peu. Vous pourrez le trouver. Le premier levé, c'est précoce, c'est après l'obtention du premier pic de CPK, s'il n'y a pas de complications, à 24 heures de façon précoce, comme c'est écrit dans les recommandations. Sur les doses d'antiagrégation, ça je voulais juste rappeler la dose initiale, mais ça c'est le SMUR qui le fait, c'est 250 mg IV. Après c'est Cardégic 75 ou aspirine Protect 100 mg. Il y a quelques médecins qui prescrivent de l'aspirine 160, c'est plus dans les recommandations, c'est bien écrit dans les recommandations, c'est de 75 à 100 mg. Ça a été validé sur des petites études, notamment sur l'étude Current Oasis 7 qui montre qu'il y a un peu plus d'événements hémorragiques chez des hautes doses d'aspirine, contrairement à faible doses d'hémorragie d'aspirine qui sont définies par des doses d'aspirine entre 75 et 100 mg. Donc, syndrome coronarien aigu, c'est 75 mg d'aspirine. Le deuxième antiagrégant plaquettaire qui a été choisi chez nous, c'est le prasugrel. Ça, c'est issu des recommandations du Renault. L'étude qui valide ça, vous savez, c'est ISA React 5 qui a évalué le ticagrelor versus le prasugrel. Je ne vous présente pas l'étude, mais c'est pour vous dire que nous, on prescrit le prasugrel quasiment dans tous les cas comme deuxième antiagrégant plaquettaire. Après la fibrinolyse, c'est 300 mg de Plavix. Et ça également, c'est dans le Renault, c'est dans les recommandations ESC. On passe au prasugrel après une nouvelle dose de charge de 60 mg de prasugrel après 12 et 24 heures de la fibrinolyse. Dans le syndrome non coronarien non ST+, vous savez qu'on a un protocole qui est un peu particulier parce qu'on a du mal encore actuellement à faire des coronarographies de façon extrêmement précoce chez tous les syndromes coronariens non ST+.
Donc, si oui, on fait la coronarographie de façon précoce, c'est-à-dire en dessous de 12 heures, on ne charge pas en deuxième antiagrégant plaquettaire. Vous savez que la tendance actuelle, c'est vraiment de ne plus pré-traiter ces syndromes coronariens non ST+, mais sous couvert d'avoir une bonne analyse du patient, c'est-à-dire d'être sûr que ce ne soit pas un patient à très haut risque ischémique et sous couvert que le patient ait sa coronarographie rapidement. C'est pour ça que dans le Renault, on a encore cette notion de oui, ok pour la dose de charge si la coronarographie ne peut pas être réalisée rapidement. Et là, c'est là où c'est compliqué. La dose de charge de deuxième antiagrégant plaquettaire, c'est du ticagrelor 180 mg, parce que vous savez que le prasugrel n'a pas fait d'études de pré-traitement dans le syndrome coronarien aigu. Donc, on n'a pas le droit de pré-traiter un patient par du prasugrel si on ne connaît pas son anatomie coronarienne. Donc, oui au pré-traitement si la coro est réalisée à plus de 12 heures, et le pré-traitement, c'est le ticagrelor 180 mg. Là, c'est juste la diapo qui vous rappelle comment faire les changements d'antiagrégant plaquettaire en phase aiguë ou loin de la phase aiguë. Pardon, j'ai fait arriver la fenêtre au milieu de l'écran. En phase aiguë, c'est défini par les 30 premiers jours après le syndrome coronarien aigu. Et en gros, c'est assez facile. On redonne une dose de charge dans tous les cas de figure. La gestion des antiagrégants, des anticoagulants, héparine ou anti-GP. 2 points importants. On se pose toujours la question de la durée. Et la durée pour les HNF et les HVPM, c'est de plus en plus court. En pratique, chez un patient qui a un bon VG, qui est revascularisé complètement, on peut l'arrêter dès le stent mis en place, c'est-à-dire à moins de 24 heures de la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Si on décide d'une situation un peu plus prolongée dans les stratégies d'angioplastie différée, toujours se poser la question de l'arrêter dès que ça saigne. C'est ce que je vous mets là. Les IPP, c'est quasi systématique. Je vous ai juste rappelé dans notre protocole local, dans quel cas, en tout cas, c'est absolument indispensable, défini par ces critères-là. C'est bien écrit dans les recos ESC. Nous, en pratique, dès qu'il y a une double antiagrégation plaquettaire, tous les patients sont candidats à un protecteur gastrique par IPP, surtout aussi qu'il y a la protection de l'ulcère de stress aux soins intensifs. Pour finir, les durées de surveillance aux soins intensifs dont je vous ai déjà parlé sur une présentation précédente, mais que l'on a inclus dans ce petit protocole d'harmonisation des pratiques. Un infarctus non compliqué, ce qui ressort des recommandations, c'est 24 heures de surveillance à l'USIC, puis 24 à 48 heures de surveillance télémétrée dans un service de cardiologie. Donc en gros, ça fait 48 à 72 heures d'hospitalisation télémétrée avec une sortie précoce autorisée à 3 jours si la filière de soins est organisée, bien sûr, et sur les infarctus non compliqués. Les infarctus non compliqués, c'est les infarctus qui n'ont pas fait d'instabilité au niveau hémodynamique, pas d'instabilité rythmique, pas de complications hémorragiques et qui sont entièrement revascularisés. Attention, attention, hein, un point important, on a eu encore quelques exemples, la présence d'un épanchement péricardique, même s'il est minime, même si on pense que ce n'est pas une fissuration, qu'on pense que c'est juste une réaction inflammatoire, grande prudence chez ces épanchements péricardiques. Ça ressort dans les recommandations et ça ressort dans nos expériences personnelles. Il y a des scores qui peuvent être utilisés. Je n'ai plus le temps de vous détailler ces scores-là, mais si on a un peu un doute, on peut utiliser ces scores. Ces scores, il y en a 2 qui sont intéressants, c'est le score de SVOL et le score de PAMI. Juste, ça redéfinit ce que l'on sait. Les infarctus qui ne sont pas à haut risque, c'est les infarctus des sujets jeunes, plutôt pas l'infarctus antérieur, ceux qui sont revascularisés de façon précoce, des lésions plutôt monotronculaires qui ne sont pas défaillants à la phase aiguë. L'autre score, c'est le score PAMI. On retrouve à peu près les mêmes critères. Il y a le détail des scores si vous voulez les utiliser. Les syndromes coronariens non ST+, les recommandations, elles sont un petit peu moins précises. On dit jusqu'à 24 heures de surveillance aux soins intensifs si les syndromes coronariens est jugé à bas risque et plus de 24 heures, sans bien préciser, de surveillance rythmique dans les syndromes coronariens non ST+, qui sont jugés à haut risque. Les hauts risques, c'est soit instable au niveau hémodynamique, mauvais VG, atteinte bitronculaire, échec de la reperfusion ou complication de l'angioplastie. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, et c'est pour vous dire que c'est des recommandations qui sont moins actuelles, qui datent de 2015. Dans les recommandations sur le non-ST+, de 2020, il n'apparaît rien du tout sur les durées de surveillance.
Attention aux sorties précoces quand même, ça nécessite une évaluation bien personnalisée et il ne faut pas oublier les comorbidités, le statut fonctionnel et le bon sens. Parce que bien sûr, ça donne moins de temps pour l'éducation, moins de temps pour titrer les médicaments et ça nécessite une bonne filière de soins. Après, je vais me faire aussi quand même un petit peu l'avocat du diable et il y a pas mal de petits papiers qui sortent qui disent que le risque de récidive d'infarctus et le risque d'événements cardiovasculaires, il n'est pas plus augmenté quand on fait des sorties précoces d'infarctus à 3 jours que dans des séjours prolongés de 5 à 7 jours. C'est-à-dire que c'est bien de faire des séjours prolongés, mais il faut s'en servir aussi de ces séjours prolongés. Il ne faut pas juste dire c'est 7 jours, le patient il est là et on le regarde. Si on veut faire un séjour prolongé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une surveillance d'une éventuelle complication, ou c'est qu'on veut vraiment titrer les médicaments et là il faut y aller franco pour augmenter les médicaments, ou il faut y aller franco pour faire de l'éducation. Si c'est pour le laisser dans un lit, ça ne sert à rien, ça a été montré que ça ne servait à rien. Et pour finir notre petit protocole local à Annecy, on avait cité quelques exemples de prise en charge et de transfert. Par exemple, quand on est à la gorge aux soins intensifs, on peut faire un transfert d'un syndrome coronarien ST+ à moins de 24 heures, mais à ce compte-là, c'est dans une unité de soins continus à Thonon, à Sallanches, à Saint-Just, au Châle, à moins de 24 heures, avec un transport SMUR. C'est comme s'il restait chez nous, en fait, sauf qu'il va dans une unité scopée avec un transfert SMUR. Là, on est dans le deuxième cas de figure. Après ces 24 heures initiales à l'USIC, eh ben, il lui reste 24 à 48 heures, vous savez, d'hospitalisation. Ça peut se faire dans un service de cardiologie avec une télémétrie. Et là, on propose un transfert SCALP, c'est-à-dire un transfert ambulance avec un infirmier formé à l'utilisation du DSA. Soit on fait un transfert à plus de 72 heures, et ben là, c'est un transfert en ambulance simple, en cardiologie, sans forcément de télémétrie. Là, c'est dans les cas de figure d'infarctus non compliqué. On est aux plus de 72 heures de surveillance. On peut le retransférer en ambulance simple, sans surveillance, ni pendant le transport, ni durant le séjour ultérieur. C'est tout. J'ai déjà été bien assez bavard.